maintenant, parlons de la quatrième approche théorique principale en psychologie clinique, qui est l'approche humaniste. Alors l'approche humaniste, comme son nom l'indique, s'intéresse particulièrement à l'humain et va vraiment se centrer sur l'être et va considérer l'individu comme porteur de potentiel, un potentiel créateur, créatif et surtout comme étant celui qui porte en lui-même la potentialité de changement. C'est-à-dire que ça ne vient pas de l'extérieur, mais ça vient de l'individu lui-même. C'est ce qu'on appelle en psychologie humaniste la tendance actualisante. Alors le créateur de la psychologie humaniste, c'est Carl Rogers, qui est un psychologue américain et qui est donc le créateur de l'approche centrée sur la personne, l'ACP, qui est l'approche thérapeutique issue du coup de la psychologie humaniste. Carl Rogers vient après la psychanalyse, le behaviorisme, et il va s'inspirer aussi de la Gestalt thérapie. Donc c'est une approche que personnellement je ne connais pas suffisamment pour bien vous la présenter, mais en tout cas Carl Rogers avec sa psychologie humaniste va quand même faire pas mal de ponts avec la Gestalt thérapie. Sa vision, c'est donc de sortir de la psychanalyse et du behaviorisme, c'est-à-dire que pour lui, de s'intéresser uniquement au comportement, ce n'est pas suffisant pour s'intéresser vraiment à l'être, et s'intéresser uniquement aux symptômes, comme dans la psychanalyse, ce n'est pas suffisant non plus. Donc là, je parle bien du regard de Carl Rogers. Du coup, Carl Rogers va plutôt vouloir développer donc, une approche qui va être plutôt phénoménologique et existentialiste. C'est-à-dire qu'il va voir l'individu comme créant lui-même déjà sa propre réalité à travers son ressenti. Donc il y a vraiment quelque chose qui passe par le vecteur de l'émotionnel, le vecteur du viscéral et qui va colorer d'une certaine manière la réalité et les événements. D'ailleurs, on le voit très bien en EMDR, donc qui est mon approche thérapeutique. En EMDR, quand on travaille sur un souvenir, on voit à quel point l'émotionnel va transformer la manière dont on va se représenter, dont on va imager ce souvenir et bien évidemment la manière dont on va le vivre et le raconter. On est vraiment toujours dans une réalité subjective, donc là on est quand même très proche de la psychologie systémique sur cette notion-là. Et comme dans la psychologie systémique également, cette réalité, elle se construit toujours en interaction avec son environnement et cette interaction avec l'environnement va créer des expériences du vécu, du ressenti et ça construit toujours une nouvelle réalité subjective. Dans le cadre de la psychologie humaniste, la réalité objective ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment le vécu subjectif, viscéral de la personne. Les émotions sont extrêmement importantes en psychologie humaniste. Déjà, comme je l'ai dit, parce que ça va colorer à la fois le vécu subjectif d'une expérience, mais aussi bien évidemment la coloration des souvenirs, de l'expérience de vie, donc ça colore en permanence la mémoire autobiographique, mais aussi parce que ça met l'individu en mouvement vers un but. En psychologie humaniste, on va vraiment considérer que les expériences, le vécu subjectif, mais vraiment connecté aux émotions et au vécu corporel, c'est vraiment ce qui contribue à la construction du soi. Dans le cadre de l'approche thérapeutique, on va vraiment considérer qu'il est important d'aider la personne à se créer, à vivre des expériences sensorielles, corporelles et en interaction avec l'environnement, et que c'est ça qui va permettre à l'individu de se réapproprier vraiment la représentation qu'il a de lui-même. Et là, on fait vraiment un pont avec la Gestalt thérapie où on est vraiment sur de l'expérientiel dans le contenu même des séances. Petite spécificité, la plupart du temps en psychologie humaniste, on va plutôt parler de clients que de patients parce qu'il y a l'idée de rendre vraiment l'individu acteur de sa thérapie alors que dans le terme quelque part de patient, il y a quelque chose qui est plus passif. Autre théoricien important de la psychologie humaniste, mais qui va plutôt intervenir dans le cadre de la psychologie du travail, c'est Abraham Maslow.
qui est également un psychologue américain et qui a développé la pyramide des besoins, qu'on utilise très souvent en psychologie sociale et donc en psychologie du travail. Mais moi je trouve que c'est aussi un outil qui est extrêmement intéressant, même quand on travaille en psychologie clinique. Je trouve que c'est important de prendre vraiment en considération là où en est la personne pour ne pas travailler trop loin. L'idée, c'est qu'il y a des besoins fondamentaux qui sont à la base de la pyramide. Pour pouvoir viser les besoins qui sont plus hauts dans la pyramide, les étages supérieurs, il faut déjà réussir à combler, satisfaire les besoins de l'étage inférieur. Donc d'abord, on remplit les besoins fondamentaux, on satisfait les besoins fondamentaux, et une fois que c'est fait, relativement fait, on peut s'autoriser à travailler sur le besoin ou les besoins de l'étage suivant, etc., etc. Donc on a d'abord les besoins physiologiques qui correspondent globalement aux besoins essentiels de santé et qui peut potentiellement toucher l'extrême pauvreté. Ensuite, on a les besoins de sécurité. Là, il y a l'idée d'avoir un environnement qui va être plutôt stable, prévisible, qui ne génère pas de stress. On parle de la sécurité, de l'intégrité physique, mais on parle aussi de sécurité affective. On a ensuite le besoin d'appartenance, donc les relations affectives, les relations amoureuses, les relations d'amitié, les relations familiales, la sensation d'appartenir, en tout cas, à un ou des groupes sociaux. Ensuite, on a le besoin d'estime. Donc là, on touche vraiment à l'estime de soi, au fait d'être reconnu, au fait d'être apprécié et également qui touche au fait de pouvoir soi-même se reconnaître et s'apprécier. Mais l'estime de soi est quand même très connectée à ce que la personne a pu vivre quand elle était plus jeune, enfant ou adolescent, au moment vraiment de la construction de l'identité et de la personnalité. Des expériences où justement il y a eu très peu de valorisation de la part de l'extérieur. Du coup, la personne va avoir des difficultés à construire une estime de soi satisfaisante. Et enfin, tout en haut de la pyramide, on a les besoins d'accomplissement. Donc là, on est vraiment dans l'idée de projets de vie qui ont du sens. Donc là, vous voyez bien, dans l'idée de cette pyramide, c'est comment on aide la personne à satisfaire des besoins de manière cohérente. Et effectivement, quelqu'un qui vit dans la rue, on ne va pas tout de suite travailler sur le sens de sa vie. On va d'abord travailler sur ses besoins physiologiques et de sécurité, par exemple, pour ensuite aller travailler éventuellement d'autres éléments. Et puis, autre auteur important en psychologie humaniste, c'est Marshall Bertrand Rosenberg, qui est lui aussi psychologue américain et qui a créé la communication non violente. Alors, je ne vais pas développer parce qu'il y a suffisamment de contenu qui vous parle de la communication non violente, mais l'idée, c'est d'être en mesure de reconnaître ses propres besoins, ses propres émotions, ses propres limites, pour pouvoir exprimer une demande claire qui va permettre à l'autre de vérifier comment il peut répondre ou pas à cette demande en prenant également en compte ses propres besoins, ses propres émotions et ses propres limites. Donc dans la communication non violente, on est vraiment dans l'idée d'éviter d'accuser l'autre, mais au contraire de plutôt partir de soi dans la communication. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise quand même énormément en thérapie de couple, mais qu'on peut aussi utiliser dans les guidances parentales quand on accompagne des parents. Et on retrouve de la communication non violente dans tout ce qui est parentalité ou psychopédagogie, dite positive ou bienveillante. L'approche thérapeutique qui est issue de la psychologie humaniste, c'est l'approche centrée sur la personne, donc qui a été développée par Rogers, qui va s'appuyer sur 3 attitudes fondamentales du thérapeute. L'empathie, la congruence et l'acceptation inconditionnelle de la personne. Donc l'empathie, on est quand même dans l'idée d'une empathie intellectuelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas une éponge émotionnelle, mais on essaye de se mettre intellectuellement à la place de l'autre. On essaye d'imaginer ce que l'autre est en train de vivre, évidemment, non pas à travers ses propres expériences, mais à travers ce que l'autre est en train de nous dire de lui. On est dans une écoute active, très impliquée et très engagée du thérapeute, qui va lui permettre d'entendre suffisamment d'éléments pour essayer de se mettre à la place de l'individu. Dans une thérapie humaniste, on va aussi considérer que le thérapeute doit être congruent, c'est-à-dire que
Contrairement à la psychanalyse où on cherche plutôt la neutralité, le thérapeute humaniste va au contraire donner à voir à son patient ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Parce qu'effectivement, ça va permettre de faire un effet miroir d'une certaine manière. C'est-à-dire quand vous me racontez ça, moi, ça me fait ressentir ça. Alors l'objectif, bien évidemment, ce n'est pas de partager avec le patient ses expériences de vie, ses expériences personnelles. Ce n'est pas ça du tout l'objectif. L'objectif, c'est de permettre au patient de voir que ce qu'il est en train de raconter, c'est important. Ça génère aussi de l'émotion. Et c'est vrai que ça, c'est particulièrement important quand on est face à des personnes qui ont vécu des psychotraumatismes, qui eux-mêmes, parfois, n'ont pas d'émotion, parce qu'il y a de la dissociation, et où du coup, le fait de mettre effectivement des mots sur ce que le thérapeute peut ressentir, peut vivre, mais bien sûr, ça doit aider le patient, hein, c'est toujours dans cet objectif-là. Ça peut renvoyer un miroir de ah oui, en fait ce que j'ai vécu c'est quand même grave, ah oui, ce que j'ai vécu en fait ça peut déclencher chez l'autre une forme de compassion, etc. Ça permet de réintégrer la personne dans la communauté humaine, hein, parce que parfois quand on a vécu un psychotraumatisme, on a vraiment la sensation d'être complètement en décalage avec les autres humains. Et du coup là, le fait de se reconnecter à une forme d'accueil chaleureux, ça aide le patient. Hein. Donc la congruence, c'est vraiment l'idée de faire un peu un effet miroir, de lui renvoyer un petit peu ce que lui-même ressent, ou bien ce que le patient raconte, qu'est-ce que ça fait vivre quelque part à un autre humain. Et ça se fait avec un accueil chaleureux inconditionnel, c'est-à-dire qu'on considère toujours que la personne, elle a fait ce qu'elle a pu à tel ou tel moment. Donc ça, effectivement, c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément évident avec tous les publics. Face à un criminel, par exemple, à quelqu'un qui a fait quelque chose de répréhensible, ça peut être compliqué d'avoir cet accueil inconditionnel. Mais si on fait preuve d'empathie, tel que je l'ai décrit au début, et qu'on considère toujours que la personne elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait à un moment T, ça peut permettre cet accueil inconditionnel. Et en approche centrée sur la personne, on est toujours dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire que même quand on parle d'un événement du passé, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que ça fait dans l'ici et maintenant. Bien sûr, quand on était enfant, on a pu souffrir de telle ou telle chose, ça a pu être extrêmement douloureux. Mais qu'est-ce que ça fait maintenant quand on en parle? Est-ce que c'est toujours aussi douloureux? Est-ce que les émotions, c'est toujours les mêmes? Est-ce que ça fait toujours mal au même endroit? Ou bien est-ce que c'est à un autre endroit aujourd'hui? Ou bien est-ce que, en fait, aujourd'hui, quand je pense à ce souvenir, j'en tire plutôt une expérience constructive? En EMDR, on s'appuie énormément sur ça. Donc avec toute cette idée, le thérapeute, il a une place vraiment d'étayage. On va vraiment considérer que c'est le patient qui a toutes les ressources en lui, qui a cette tendance actualisante qui peut être bloquée, entravée, mais le thérapeute, il est là peut-être pour réactiver l'étincelle, pour redonner un peu du souffle à cette tendance actualisante, mais on considère toujours que c'est le patient qui a les ressources en lui. Au regard de ce que j'ai développé sur le côté phénoménologique et existentiel, le thérapeute va aussi encourager le patient à être toujours attentif à son vécu psychocorporel. Hein, qu'est-ce que ça fait ressentir? Qu'est-ce que ça fait dans le corps quand on parle de telle ou telle chose? C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans la fantasmatique, on n'est pas uniquement dans les représentations, l'imaginaire, le souvenir, on n'est pas uniquement dans le mental et dans les réflexions qu'on pourrait avoir sur tel ou tel événement qu'on a pu vivre, ou telle situation ou tel problème. Bien sûr que ça compte, mais on va aussi s'intéresser, et on va toujours encourager le patient à s'intéresser à qu'est-ce que ça fait dans le corps, qu'est-ce que ça fait dans les émotions, parce que c'est aussi là que le patient va potentiellement trouver des réponses, et c'est potentiellement par ce biais-là aussi qu'on pourra amorcer une dynamique de changement. Dans sa posture, le thérapeute en ACP va faire surtout de la reformulation. Il va relancer, il va reformuler, c'est-à-dire qu'il va dire bah voilà, moi quand vous dites ça, j'entends ça. Est-ce que j'ai bien compris? Il ne va pas interpréter, hein, comme en psychanalyse, dans cette idée d'être un peu un miroir. On va essayer de renvoyer une image au patient de ce qu'il est en train de nous dire pour qu'il puisse mieux regarder de l'extérieur
ce qu'il raconte, ce qu'il ressent, pour peut-être effectivement faire des pas de côté. Comme en Gestalt thérapie, il peut y avoir aussi des jeux de rôle. Alors voilà, une situation qui me stresse, eh bien, je vais peut-être imaginer que je suis dans cette situation stressante et puis je vais évaluer mes émotions, comprendre mes peurs, etc., etc. Il y a aussi une méthode en psychologie humaniste qui s'appelle le focusing, où on travaille exclusivement sur des images, donc de l'association d'idées en images potentiellement symbolique. Depuis la création de la CP, il y a aussi d'autres outils thérapeutiques qui ont été issus de cette approche humaniste, comme par exemple l'hypnose ericksonienne, où le patient est dans un état de conscience modifié, mais il reste conscient. On abaisse les défenses psychiques et on va parler quand même avec l'inconscient, et là on est vraiment dans un vécu psychocorporel et on va beaucoup travailler sur des images métaphoriques. On a aussi la thérapie centrée solution ou la thérapie narrative, que je ne développerai pas. Et puis, on a aussi l'EMDR, qui est issu de la psychologie humaniste. Au-delà de ces 4 approches théoriques que je vous ai présentées, il existe énormément d'autres types de psychothérapie. Je ne pourrai pas toutes les évoquer, mais il existe par exemple les thérapies à médiation. C'est le fait d'utiliser un objet ou un outil qui va créer donc un espace transitionnel, qui va créer un espace tiers entre le patient et le thérapeute, dans lequel il va se jouer des choses, mais du coup, ça va médiatiser le lien entre le patient et le thérapeute. Et ça peut permettre vraiment d'avoir un espace où on met à l'extérieur de soi certains éléments de sa vie psychique, ce qui nous permet de le regarder et ce qui nous permet d'agir dessus. Donc les thérapies à médiation sont souvent des approches théoriques basées sur la créativité et ça peut être aussi des bons outils pour pouvoir libérer des affects de manière déculpabilisée. Si on imagine par exemple la dramathérapie, donc à partir du théâtre, et qu'on joue un personnage qui est en colère contre telle ou telle personne, oui, mais c'est pas moi qui exprime ma colère, c'est le personnage. Et en fait, de manière un peu détournée, ça nous peut permettre d'exprimer un certain nombre d'émotions ou d'affects de manière déculpabilisée, mais c'est très libérateur. Donc les thérapies à médiation, elles vont évidemment être pratiquées de manière très différente en fonction de l'obédience théorique du thérapeute. C'est-à-dire qu'on peut avoir des thérapies à médiation humanistes, des thérapies à médiation plutôt systémiques. D'ailleurs, je le disais qu'en thérapie systémique, on utilise très souvent des objets de médiation. Ça peut être aussi une approche psychanalytique ou plutôt une approche TCC, en tout cas souvent une approche neuropsy. Quelques exemples de thérapie à médiation, on a l'art-thérapie, donc en fonction évidemment de l'outil thérapeutique, on ne va pas travailler les mêmes choses, évidemment que ce soit un art plastique, on est vraiment sur l'expression à partir d'un objet extérieur, ou bien si on est plutôt sur un art vivant comme le théâtre ou la danse, on ne va pas forcément travailler les mêmes choses. On a aussi la médiation animale, donc là c'est le fait d'utiliser effectivement l'interaction avec un animal pour comprendre ou démêler ou changer certains éléments de la vie psychique, du rapport à soi ou du rapport à l'environnement. Et puis il y a aussi la thérapie par réminiscence qui a pour objectif en fait de travailler sur la réactivation de souvenirs, donc soit pour travailler plutôt sur l'aspect affectif, soit pour travailler plutôt sur l'aspect cognitif. On a aussi les thérapies familiales et les thérapies de couple qui là aussi sont plutôt des formats et qui vont être pratiqués de manière différente en fonction de l'obédience du thérapeute. Et enfin, on a la thérapie institutionnelle, alors qui est moins utilisée aujourd'hui que ça n'a été le cas. Mais là, c'est de vraiment penser l'institution de soins de telle manière à ce que le fait de venir dans cette institution soit un soin en soi. Donc là, on est presque dans une approche systémique, même si à la base, c'était plutôt psychanalytique, la thérapie institutionnelle. Mais dans le fond, on est quand même dans un fonctionnement vraiment systémique, dans le sens où effectivement, le soin dans une institution n'est pas uniquement l'addition de les entretiens avec le psychiatre, les entretiens avec le psychologue, les entretiens avec l'infirmier, mais tout doit être pensé dans l'institution pour que le simple fait de traverser cette institution, quelque part, amène du soin. Donc même la manière dont on va être en contact ou pas
avec les personnes qui font le ménage, qui apportent à manger? Est-ce que le patient il est inclus dans les tâches du quotidien? Est-ce qu'il y a des thérapies de groupe? Est-ce qu'il y a du lien avec les familles, etc. Donc là, il y a énormément de théorisation aussi sur la thérapie institutionnelle, mais malheureusement, c'est quand même une thérapie qui a de moins en moins cours parce que ça demande beaucoup d'engagement, d'implication en termes de budget, en termes de formation et en termes d'équipe. Il faut une stabilité aussi d'équipe et il faut des espaces de réflexion pour penser le soin institutionnel, ce qui, à l'heure actuelle, est quand même très difficile à mettre en place. J'espère que cette émission autour des approches théoriques en psychologie clinique a pu vous éclairer, pourra peut-être vous aider à mieux choisir votre thérapeute. Mais quoi qu'il en soit, ce que j'aimerais quand même dire pour conclure, c'est qu'au-delà de l'approche thérapeutique, ce qui compte, c'est toujours la relation de soins. On sait aujourd'hui que quelle que soit l'approche thérapeutique, ce qui compte le plus, ce qui fait le plus l'efficacité d'une thérapie, c'est quand même cette relation thérapeutique. Est-ce qu'il y a une alliance? Est-ce que le patient se sent en sécurité? Est-ce que le patient il a confiance? Et ça, c'est vraiment ce qui va faire l'essentiel de l'efficacité d'une thérapie. Donc moi j'ai envie de vous dire, bien sûr, allez vers un thérapeute qui a une approche qui vous parle, qui fait écho quand même, mais surtout, dès le premier entretien, vous allez sentir s'il y a un feeling, s'il n'y a pas de feeling, s'il y a des choses qui vous dérangent ou si au contraire vous vous sentez tout de suite en sécurité. Et faites-vous confiance parce que ça ne sert à rien de continuer à travailler avec un thérapeute, même si on vous l'a conseillé, qu'on vous a dit que c'était quelqu'un d'extraordinaire. Si vous ne vous sentez pas confortable, s'il y a des choses qui vous gênent, vous n'avez pas le feeling, ça ne va pas fonctionner. Donc choisissez plutôt de changer de thérapeute pour trouver là où les bonnes personnes avec lesquelles vous allez vous sentir bien. C'est vraiment primordial et ça on le sent quand même assez vite. On le sent souvent dès les premières séances, donc faites-vous confiance. Merci pour votre écoute. Lors de la prochaine émission, je vous parlerai de la psychothérapie EMDR, qui est mon approche psychothérapeutique. Et d'ici là, psychogitez bien.